Au bout d'un moment, elle se rend compte que dans la chambre à côté, on entend de la musique. Elle se lève et lit. Ah non, elle se lève du lit et s'approche de la fenêtre, l'ouvre. Ouais, c'est ça, c'est la scène avec le papa. Ouais. Tato, Chico Churras. J'écoute quelque chose. J'ai oublié. Dis à Antec que je dois m'en aller. La première fois que j'ai vu un film de Krzysztof Kieślowski, c'était à Nantes et c'était Une brève histoire d'amour, la version longue d'un des décalogues. Et voilà, j'avais trouvé ça, j'avais adoré ce film. Et puis, je ne pensais pas du tout avoir un jour l'occasion de rencontrer Krzysztof Kieślowski, puisque c'était quand même encore rare que des réalisateurs polonais viennent tourner en France. Il n'y avait pas encore cet échange qui se fait très, très fréquemment aujourd'hui. La première rencontre s'est faite, je crois, peut-être une année plus tard. En fait, j'étais aux États-Unis, j'avais tourné un film là-bas, et je m'apprêtais en fait à partir en vacances. Et j'ai reçu un coup de téléphone de Margot Capelier, qui était une casting formidable, enfin, qui travaillait à Paris, et qui m'a dit: écoute Irène, voilà, il faudrait que tu reviennes pour faire des essais pour Krzysztof Kieślowski. Heureusement, j'avais vu ce film, Une brève histoire d'amour, et j'ai dit: ah bon, j'avais évidemment d'autres plans un peu personnels, et elle m'a dit: non, non, c'est important que tu y ailles, il faut que tu le fasses, etc. Et donc, du coup, j'ai dû rentrer pour faire ces essais. Mais à mes propres frais, enfin, sans savoir renoncer à mes vacances, voyager, enfin, c'est pas comme si on prend le métro, quand même prendre un avion, y aller. Et je me suis dit: je vais pas me mettre la pression, je vais y aller, et puis bon, si ça se fait pas, ça se fait pas. Et quand j'ai rencontré Krzysztof Kieślowski, ça s'est passé dans une après-midi en dehors de Paris. Il avait organisé un studio où il y avait un chef opérateur, un preneur de son, il y avait un petit décor, il y avait bien sûr des caméras, des éclairages, enfin tout ce qu'il faut, en condition studio. Et il m'a fait improviser sur beaucoup des scènes du film. Et il me disait: voilà, par exemple, tu vas faire une improvisation. J'aimerais que tu lises un livre, qu'on comprenne que ce livre parle de cigares et que tu es amoureuse de la personne qui lit ce livre. Il m'a dit: bon, évidemment, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais c'est ton travail d'être actrice et de faire des propositions. En fait, ce qui l'intéressait, c'était de voir quelles seraient des propositions d'acteurs. Et donc, j'avais fait quelques propositions. C'était une des impros, il y en avait d'autres. Et j'avais été étonnée de la façon dont il m'avait dit, par exemple: ah, j'aime bien la position de tes jambes, ou la position de tes pieds, ou bien le bruit que tu as fait quand tu as tourné la page. J'avais soufflé pour tourner la page, pour évoquer effectivement le cigare. Enfin, c'était ringard, mais enfin, l'idée, c'était juste de travailler ensemble, quoi. Et il avait réorganisé, en fait, mes propositions d'une façon qui me paraissait effectivement plus efficace, plus dense, plus... C'était très intéressant. Et comme Véronique et Véronica avaient très peu de dialogue en général dans le film, il m'avait fait presque dire tout leur dialogue. Ensuite, il m'avait demandé aussi de regarder la caméra en me demandant s'il y avait quelqu'un dans cette caméra. Aussi, je devais me réveiller. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Ça va durer une après-midi et je m'étais dit: c'est chouette qu'un metteur en scène prenne le temps de rencontrer une actrice ou un acteur de cette manière-là, parce que c'était un vrai échange. J'avais vraiment eu une après-midi de travail et je sais qu'il rencontrait d'autres personnes, mais c'était vraiment... En plus, j'étais très en forme, alors je me sentais très bien ce jour-là, donc j'étais très contente. Et puis 2 semaines après, il m'a rencontrée, il m'a dit: voilà, écoute, j'ai vu à peu près ce que tu sais faire. Maintenant, on va travailler sur les choses que tu ne sais pas faire. Donc, c'était un interview comme ça, avec une caméra et son traducteur qui était là, et il m'a demandé plusieurs questions qu'il affectionnait, genre qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te fait peur, etc. Voilà. J'avais parlé comme ça pendant 2 heures, et puis ensuite, voilà, j'ai eu la chance d'être choisie pour ce rôle. J'ai reçu le scénario quand j'étais aux États-Unis à ce moment-là, et j'étais un peu déstabilisée parce que j'avais pas l'habitude de lire beaucoup de scénarios, il faut dire, et qu'un scénario tel que celui-ci n'était pas un scénario avec une action ou des dialogues qui étaient
enfin, comment dire, le sens ne se saisissait pas tout de suite, en tout cas pour moi. Je crois qu'il y a des personnes qui me disent « mais ce scénario est extraordinaire », alors je me disais « bon, alors ce scénario est certainement extraordinaire », mais moi-même, c'est seulement en le travaillant et en discutant avec Christophe que j'ai pu me rendre compte un peu de l'histoire qu'on allait raconter. Mais il m'avait demandé, voilà, puisque c'est un double rôle, il va falloir que tu te prépares à ça, et j'aimerais que tu t'y prépares de façon assez concrète. C'est-à-dire que j'aimerais que tu me trouves presque un dictionnaire de gestes qui puisse se raconter pour Véronica, et puis un autre dictionnaire de gestes pour Véronique. J'avais trouvé ça un peu bizarre, effectivement, cette façon de devoir faire une liste de gestes, mais finalement, ça m'avait obligée à penser beaucoup plus et de donner une réponse concrète, effectivement, à ces personnages. C'est vrai que, par exemple, j'avais proposé que Véronica, puisqu'elle courait toujours devant un danger et qu'elle courait beaucoup dans le scénario, puisse courir avec les lacets défaits. Il m'avait dit, ben voilà, ça c'est exactement le genre de geste auquel je veux que tu penses pour chacun des personnages. Bon, on n'a pas utilisé ça finalement, mais aussi, il m'avait demandé de réfléchir à mes moments de solitude et qu'est-ce que je pouvais faire dans ces moments-là. Des choses. Il m'avait dit tout de suite, c'est un film dans lequel tu auras besoin d'être très personnel, parce que c'est un film qui pourrait être un peu lyrique ou qui parle de choses qui ne sont pas directement dans l'action, mais justement, si tu es très personnel, les gens vont pouvoir être touchés par ce film. Et si tu fais des choses un peu générales, ça touchera personne, ça sera prétentieux. Alors prétentieux, ça c'était un mot qu'il aimait pas. Souvent, dès que quelque chose lui plaisait pas, il disait que c'était prétentieux, et ça pouvait être valable pour un stylo, un endroit, mais aussi une proposition d'interprétation qui lui déplaisait. Donc voilà, j'avais réfléchi à plusieurs choses, plusieurs gestes. Certains gestes, effectivement, restent dans le film. Je pense par exemple à un geste où c'était un moment où j'avais souvent des bouffées de chaleur, ou dans des moments d'émotion, j'avais par exemple tout à coup des rougeurs. Et je prenais souvent un verre d'eau fraîche, ou bien je me mettais contre une vitre pour rafraîchir ma peau. C'est un bon exemple de voir à quel point il savait utiliser les propositions des uns et des autres, parce qu'il y avait aussi évidemment les propositions des chefs opérateurs qui étaient énormes sur la lumière, sur les cadres, de toutes les personnes sur le plateau. Il savait écouter chacun et ensuite organiser, orchestrer en fait les propositions avec une très bonne partition. On essayait de rendre chaque scène un peu particulière pour moi, de façon, avec des actions précises finalement. Mais autrement, beaucoup d'actions se trouvaient à regarder une lumière parfois, où Véronique se réveille et elle voit une lumière, elle s'en approche, ou un reflet dans un miroir. Parfois, c'était pas plus que ça. Mais finalement, ces choses-là remplissent la vie, notre quotidien. Mais on n'en fait peu cas. C'est vrai que quand on nous demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, on ne dit pas j'ai regardé le reflet du soleil dans une vitre, ou bien les gouttelettes qui tombent sur une vitre. On parle des choses qu'on a faites. Alors que finalement, le quotidien est aussi peuplé d'intuitions, de pressentiments, et la solitude, parfois, de moments intenses de plein. On se sent très plein, porté, et parfois on se sent au contraire vidé, en creux, et du coup très réceptif à tout ce qui peut se passer à l'extérieur, de petites choses finalement. Je crois que, en fait, je l'ai lu par la suite, en fait, Christophe avait envie de faire un film sur ça, sur des choses qu'on ne filme pas, qui sont ces sentiments, ces intuitions, ces petites choses qui sont finalement des grandes forces motrices dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va finir par faire, mais qui ne se racontent pas facilement et qui ne se filment pas facilement. On n'était pas du tout dans l'impro, pas du tout. Sauf que l'impro se passait à des toutes petites choses finalement, parce que tout était tellement cadré, décidé, même par exemple comme même ça, le fait de peut-être se mordre de la lèvre ou de faire... Ce genre de choses pouvait être même répété, mais
comme le cadre était tellement serré, tout prenait une importance, évidemment. Donc, ce n'était pas des grosses actions qu'il fallait faire. Mais quand on les répétait, ensuite, il y avait les quelques secondes après, ou comme ça, où, comme c'était beaucoup de gros plans, tout ce qui pouvait se passer, finalement, était rentrer dans le récit, quoi. Improviser, finalement, n'était pas une grosse chose, quoi. Par contre, on faisait très peu de prises. Alors ça, c'était la différence, c'est qu'on faisait une, parfois deux, parfois trois, si la caméra avait quelque chose de compliqué à faire. Mais franchement, les gros plans, ça se faisait en une fois ou en deux fois, pas plus. Parce qu'il disait, si tu le fais pas bien une fois ou deux, ça sera jamais bien, de toute façon. Enfin, si c'est pas bien, il disait pas si toi tu le fais pas bien. Mais sinon, il avait cette théorie que de toute façon, on ne pouvait pas être au top chaque jour. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où j'étais peut-être pas à mon top, et puis des jours où je le serais. Et il disait, de toute façon, si moi je fais 30% du film que j'ai rêvé de faire, enfin rêvé, il disait pas ça, mais si j'ai 30% du film que j'ai eu envie de faire, je suis très heureux. Krzysztof Kieslowski disait qu'un réalisateur ne devait jamais être assis sur une chaise, par exemple, selon lui. Hein. Il disait que c'est comme s'il était là à attendre un résultat en tant que spectateur. Alors qu'il disait qu'un metteur en scène est acteur. Il a une action sur la scène qui se passe. Et suivant la façon dont il accompagne ce qui se passe, il va intervenir. Ça va changer, effectivement, ce qui est en train de se passer devant lui. Donc il ne comprenait pas du tout l'idée de se mettre là à regarder sur un écran, ou même comme ça en direct, ce qui se passait. Ça arrivait parfois que j'ai des tops, parce qu'avec ce top, il fallait que je me lève, à ce top, il fallait que je regarde à droite, par exemple. Dans ces cas-là, il aimait bien, par exemple, faire les tops lui-même. Il disait, bon, un top sur le mollet, tu te lèves, le top là... Donc, il aimait bien, comment dire, être le plus proche de l'acteur possible. En plus, comme il y avait beaucoup de gros plans, s'il était sous la caméra, il était toujours prêt. Et c'est vrai qu'il était soit allongé, soit accroupi... Il adorait d'ailleurs se mettre dans des positions pas possibles, comme ça, avec le preneur de son, etc. Je crois que ça le mettait lui aussi, ça lui donnait le sentiment qu'il était vraiment complètement, il accompagnait complètement ce qui se passait. Et même si je ne le regardais pas, mais je voyais bien qu'il était dans le champ de vision, il avait une façon d'accompagner l'acteur avec parfois l'air de dire attends un peu, tout doucement, oui vas-y. Enfin, c'était vrai que c'est vrai que le terme de chef d'orchestre lui allait bien pour ça aussi, dans le sens qu'il avait vraiment les acteurs. Au début, certains acteurs étaient gênés de le voir si près. Ils disaient mais attendez, vous allez rester là, j'ai besoin de. Certains acteurs n'étaient pas habitués à avoir une caméra si peuplée, quoi. Et puis finalement, tous étaient agréablement surpris. Enfin, finalement, on se rendait compte que ça les accompagnait énormément, ça les portait, et que c'était une présence très agréable. Alors, c'est une photo où Christophe m'indique l'endroit où je dois aller, ou la chose que je dois faire, je pense, et que je regarde dans la direction où son doigt m'indique. Et il aimait beaucoup cette photo parce qu'il disait que c'était pour lui un exemple même de notre travail, où il dit mais je te regarde et toi tu regardes déjà autre part, mais enfin je regarde dans la direction dans laquelle le personnage doit aller, quoi. C'est dans ce triangle-là en fait qu'on fait un film, en fait, c'est vrai. C'est un film où il a beaucoup coupé, c'est vrai, mais qu'aussi il a monté de façon tout à fait différente. Et il m'a dit qu'il avait essayé de faire 15 versions différentes de ce film, que c'est pour le premier film pour lequel il a dû faire autant de versions, que c'était difficile parce que ça racontait toujours une histoire différente. D'abord, il avait pensé peut-être plus juxtaposer les deux histoires, puis finalement il a choisi de faire que l'histoire polonaise et ensuite l'histoire française, sauf pour cette petite rencontre avec le bus. Il y avait des versions qui, paraît-il, étaient complètement... dont les sens étaient encore plus ouverts, d'autres qui étaient trop explicatives. Il avait songé à plusieurs fins. J'ai pas participé à cet épisode du montage parce que je suis partie en fait après le film, et quand je suis revenue, le montage était fait. Et j'ai juste eu à post-synchroniser 2-3 choses, très peu, parce qu'il souhaitait post-synchroniser le moins possible.
Il avait synchronisé toute ma partie polonaise avec une actrice polonaise, qui l'avait très très bien fait. Et j'avais été étonnée quand j'avais vu le résultat. Je me suis dit, mais quand j'ai vu le nombre de scènes qui manquaient, j'étais très très étonnée. Alors évidemment, moi quand j'ai vu le film, j'ai eu du mal, évidemment, on le dit toujours, à être contente de mon travail. Mais c'est vrai, hein, ça arrive souvent. Et puis le fait qu'il ait tellement coupé de scènes faisait que je m'y retrouvais peu. Donc c'est vraiment dans le regard des spectateurs après que j'ai pu redécouvrir aussi que finalement ce qu'était ce film. Parce que pour moi, c'était une telle expérience en fait, de tournage, aussi de confiance. Parce que je crois que j'aurais jamais imaginé qu'on puisse m'offrir un rôle comme ça. Je suis attachée à ce film, non seulement par mon expérience personnelle que j'ai eu à faire ce film, mais aussi par la rencontre que j'ai eue avec Christophe et d'autres personnes encore sur ce tournage, et aussi par l'attachement que j'ai vu, dont m'a témoigné certains spectateurs, qui m'ont dit ah, ce film a beaucoup compté pour moi, je l'ai vu 2-3 fois, ou je l'ai... et de me rendre compte que finalement, certains spectateurs ont eu vraiment un chemin très personnel avec ce film, eux aussi.